peace or preserve the environment without proper rule of law. It is a cross-cutting issue that must be promoted and improved through the world. And this is precisely what it is all about. And I would suggest, because I had the privilege when I was a student to be a sailor. I was a sailor in 4 summers, including 12 months in the Swedish Merchant Marine. And when you sail the seas, you use the Great Circle to have the shortest line between 2 points on the globe. The same thing applies in aviation. And this common denominator in the Great Circle is the center of the globe. Now, I would like to forge a phrase here, which I think is, the forum here is no better place to forge this phrase, that if you would like to look at the Great Circle in the legal field, the common denominator in this Great Circle is the rule of law. There's no way we can deal with all the issues that I mentioned here unless you establish the rule of law. Otherwise, it will be destroyed by corruption and all kinds of deviations from the right course here. So I would like to forge that phrase. The common denominator in the Great Circle in the legal field is the rule of law. And rule of law is not only for lawyers, it is for everyone. It has to come from the grassroots. And in particular, I would end my 10 minutes introduction by making a reference to a publication. And the idea of this publication I got when I was advisor to the Interaction Council of former heads of states and government. The person who made me think of it was Helmut Schmidt, then 90 years old, the former Chancellor of Germany. All of a sudden, he asked the questions, do politicians really understand their responsibility for the rule of law? And that gave me an idea. And the Raoul Wallenberg Institute in Sweden and the Hague Institute for Internationalization of Law in the Netherlands, they together worked out a short guide. And it is called Rule of Law, a Guide for Politicians. And I show you the first page of this guide. And could I ask you all to take down these words, Rule of Law, a Guide for Politicians, and Google them, and you will find this guide. And it is now translated into 16 other languages, including Arabic, Chinese, Bahasa Indonesia, and if I may draw the attention of our Kenyan friends here, it's translated also into Kiswahili, Hamyambo. Kiswahili is translated here, and we also have an Italian translation here. Stato di diritto, una guida per I politici. So it's very important. It's only 40 pages, and it is freely available for downloading and printing from the web. Please spread the word about this guide. Thank you. I think my 10 minutes are up. Thank you. Thank you very much, Mr. Correll, for this very short but very clear guide. So, I mean, here we have some basic concept and this idea of the rule of law as a common denominator. And I mean, in particular, I mean, this idea of the guide for politicians. So we can come back to one of the original questions that I would like to put to Her Excellency, Madame Nila Shabana Mouda, Secretary of State for Women and Family of Tunisia. I mean, what are the responsibilities of governments? What governments ought to do in view of the negotiation, but in particular of the implementation of the Agenda for Development and in general for ensuring that access to justice, as we heard in particular from the intervention of Irene Khan, should be ensured at the level of the national system. So we will have an international framework as a common reference, but then we will have a strong implementation and strong obligations on states at the national level. Madame Mahmouda, you have the floor. Merci beaucoup. Cette question, vous savez, elle tombe parfaitement, elle coïncide avec l'agenda de l'État tunisien, puisque parmi les principales revendications de la population au moment des événements de 2011, c'était une justice accessible à tous et qui véritablement soit équitable et qui tienne compte des intérêts
des différentes parties prenantes. Parce que durant les dernières années du régime dictatorial, parmi les institutions qui ont connu le plus grand dysfonctionnement, c'était celui de la justice. Même si, en termes de quantité, ce n'était pas très important, mais pour le public, pour les citoyens, le fait qu'il y ait des dysfonctionnements au sein de la justice, que certaines décisions soient rendues, que la décision soit connue avant même que le procès ne commence, ça a posé énormément de problèmes pour la population. Et donc, parmi les chapitres de la Constitution qui ont suscité le plus de débats, c'était celui de la justice et de l'indépendance de la justice. Au point que ce thème qui est généralement réservé aux techniciens, aux juristes, l'indépendance de la justice, comment l'organiser, quels sont ses prérequis, c'est devenu un thème de discussion nationale. C'est devenu un thème de débat de société. On n'a jamais autant parlé d'indépendance de la justice que pendant l'adoption de la Constitution. Et c'est un principe qui a été fortement inscrit dans la Constitution. Et aujourd'hui, le défi pour nous est de traduire cet impératif dans la pratique. Et dans ce sens, il y a une réforme de la justice qui est en cours. Et la réforme de la justice doit commencer par la révision du statut de ce que l'on appelle chez nous le Conseil supérieur de la magistrature. Et comment assurer l'indépendance de ce Conseil de manière à ce qu'il puisse piloter la justice sans interférence du législatif et de l'exécutif, parce qu'il ne faut pas oublier que les possibles interférences dans un régime de séparation des pouvoirs peuvent venir soit du pouvoir législatif, soit de manière plus directe par le biais du pouvoir exécutif. Et notamment, une des questions qui a été fortement discutée, c'est la relation entre le parquet et l'exécutif. Est-ce que le procureur général doit rester dépendant du ministre de la Justice ou pas? Et dans quel sens la relation doit être établie entre le ministère de la Justice et le procureur de la République? Autre question, et donc ça c'est un aspect qui a été fortement débattu. Il y a une disposition de la Constitution, mais vous savez très bien comme moi que la Constitution à elle seule ne suffit pas. Et il y a maintenant la loi organique sur l'organisation de la justice qui doit démarrer pour mettre en place les mécanismes qui vont permettre de garantir cette indépendance du parquet dans son aspect fonctionnel, parce que ce qui importe, c'est véritablement préserver le fonctionnement du parquet par rapport à l'exécutif. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel, il me semble, et c'est de la responsabilité des gouvernements, c'est de travailler sur le statut des magistrats et comment leur assurer leur indépendance et leur autonomie, comment leur assurer aussi des conditions matérielles dignes de vie. Parce que si vous avez des magistrats qui sont sous-payés, dont la progression dans la carrière est tributaire de certaines considérations qui n'ont rien d'objectif, il est facile. Je sais que je vais employer un terme qui a été peut-être galvaudé, mais il est facile de les corrompre. Soit directement par de l'argent, par les justiciables, soit par le pouvoir en leur promettant une progression plus rapide dans la carrière, des postes de responsabilité. Donc cet aspect-là du statut de la magistrature est fort important et c'est de la responsabilité du gouvernement pour veiller à ce que les magistrats puissent travailler dans des conditions dignes qui leur garantissent un certain niveau de vie et qui les préserve de toute tentation de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment les deux axes essentiels qui sont de la responsabilité du gouvernement. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout l'aspect procédural et l'accessibilité à la justice. Et aujourd'hui, un des grands chantiers de réforme, c'est les codes de procédure civile et commerciale et le code de procédure pénale. Comment faciliter l'accès à la justice,
comment véritablement assurer la gratuité de la justice pour les justiciables les plus faibles. Parce que la justice a un coût pour le citoyen. Elle a un coût aussi pour l'État. Le temps, c'est de l'argent. Et cet argent-là est financé sur le budget de l'État. Donc, accélérer les procédures, faciliter les procédures, les simplifier, c'est très important. Il faut aussi, et ça c'est un aspect qui peut être résolu peut-être plus facilement, c'est la publicité. La justice doit être publique et transparente. Le huis clos, le secret doit vraiment rester dans le domaine de l'exception, ou peut-être de l'exception, parce que plus les portes se ferment et plus les possibilités de détournement de la justice peuvent se produire. Enfin, il me semble qu'il y a un autre axe qui est très important, c'est de travailler avec les citoyens pour leur expliquer leurs droits et leurs devoirs et vulgariser le fait qu'il est possible d'aller en justice pour se défendre. Parce que pour une grande frange de la population, il y a aussi l'ignorance de la possibilité d'accéder à la justice et comment y parvenir. Et ça, c'est un travail qui doit être fait non seulement par les gouvernements, mais aussi par la société civile. C'est vraiment dans une démarche participative que l'on peut rendre la justice accessible et pour qu'elle puisse aussi rendre la justice aux citoyens, parce que le citoyen est demandeur de justice et d'équité lorsqu'il est confronté à un problème. Et je ne parle pas uniquement de la justice d'ordre judiciaire. Il y a aussi tout un aspect qui est fort important, qui est celui de la justice administrative, qui aujourd'hui, dans plusieurs pays, se développe énormément. Peut-être le plus fort taux de croissance en nombre de requêtes en Tunisie depuis ces 4 ans, c'est devant le tribunal administratif. Il y a une explosion des recours devant le tribunal administratif parce que pour la première fois, ce tribunal a été mis en lumière. Et donc, c'est un contentieux qui se développe fortement et qui a plusieurs implications. Et c'est peut-être celui qui est le moins connu et qui a besoin d'être vulgarisé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ça a été très exhaustif. Je vous remercie beaucoup pour votre perspective et analyse. So we heard some very basic points, I mean, especially on the independence, of course, of the judiciary. We heard about the debate that has been brought to the constitutional level in Tunisia in a phase of very special and delicate political transition. And so far, I would like to stress, very successful. And we also heard how, I mean, there is an institutional level, so to say, where where governments have to act in order to, in particular, ensure the independence of the judiciary. But there is also a level of public education, public awareness, information to the citizens, participative approach, as Madame Mahmouda has put it. So I would like to ask His Excellency